Alors voilà, tu es là, devant ton écran, peut-être épuisé, peut-être encore sous le choc, peut-être que tu souris en ce moment, mais que quelque part au fond de toi, il y a encore cette tension dans les épaules que tu n'arrives pas à relâcher complètement. Tu viens de traverser quelque chose d'énorme, une élection. Peu importe à quel niveau, municipal, régional, national, associatif, syndical, dans ton quartier, dans ton entreprise, tu t'es présenté. Tu as porté un projet, tu as mis ton nom sur un bulletin, sur une affiche, sur une liste. Tu t'es exposé. Et aujourd'hui, tu as gagné. Félicitations. Vraiment, du fond du cœur, félicitations. Mais je vais te dire quelque chose que très peu de gens autour de toi vont prendre le temps de te dire en ce moment. Parce que tout le monde fête, parce que tout le monde est dans l'effervescence, parce que les téléphones n'arrêtent pas de sonner et que les messages s'enchaînent. Ce que tu viens de traverser était difficile, pas juste un peu stressant, pas juste intense, difficile, vraiment difficile. Et tu mérites qu'on le reconnaisse. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de la campagne, de ce que ça fait vraiment, de l'intérieur, de ce que les gens ne voient pas quand ils voient ton sourire sur l'affiche. On va parler de la victoire, de sa beauté, mais aussi de son étrangeté. Et on va parler de ce qui vient après. Parce que maintenant, le vrai travail commence. Alors installe-toi, prends une grande inspiration. Bienvenue de l'autre côté. Partie 1. Ce que personne ne te dit sur une campagne. Le mythe de la campagne glorieuse. Quand on rêve de s'engager en politique ou dans n'importe quelle forme de mandat, on imagine souvent des images un peu cinématographiques, des discours en plein air sous le soleil, des foules qui applaudissent, des nuits à plancher sur des idées brillantes entourées d'une équipe soudée. On imagine que ça ressemble à une série Netflix. La réalité, tu la connais maintenant. Et elle ressemble beaucoup moins à une série Netflix. Elle ressemble plutôt à un marathon sur du verglas, avec un sac à dos de 40 kilos, sous la pluie, tout en faisant semblant de sourire à chaque kilomètre parce que des gens te regardent. L'exposition permanente, la première chose qu'une campagne t'impose, c'est l'exposition. Et l'exposition, c'est épuisant à un niveau que les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas vraiment comprendre. Ton nom est affiché partout, ton visage est partout. Chaque parole que tu prononces peut être retournée, sortie de son contexte, interprétée différemment de ce que tu voulais dire. Tu ne peux plus simplement exister dans l'espace public comme avant. Tu es regardé, jaugé, commenté en permanence. Tu fais la queue au supermarché et quelqu'un te reconnaît. Parfois c'est une belle rencontre, parfois c'est quelqu'un qui a une opinion très arrêtée sur ton programme et qui veut te le faire savoir maintenant, là, entre les céréales et les yaourts. Tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux et les commentaires arrivent. Certains sont enthousiastes, d'autres sont pas enthousiastes. Et même quand tu décides de ne pas lire les commentaires, quelqu'un dans ton équipe te les lit quand même, ou tu tombes dessus par accident et ça fait quelque chose. L'exposition permanente, ça use. Ça use même les personnalités les plus solides, parce que l'être humain n'est pas fait pour être regardé 24h/24. On a besoin d'intimité. On a besoin de moments où on peut être imparfait, sans conséquence. Une campagne te prive souvent de ça. La pression sur les proches. Et ce n'est pas seulement toi qui es exposé. Ta famille l'est aussi. Tes amis proches aussi. Peut-être que ton conjoint ou ta conjointe a dû répondre à des questions sur toi lors d'un repas de famille. Peut-être que tes enfants ont entendu des choses à l'école. Peut-être que tes parents ont vu ton nom dans un article pas très sympathique et qu'ils t'ont appelé, inquiet. Les proches d'un candidat, font une campagne eux aussi, mais sans avoir choisi de le faire, sans la préparation, sans le soutien de l'équipe. Ils portent une partie du poids sans avoir aucune des ressources pour le faire. Si tu as des proches qui t'ont soutenu pendant cette période, ce que tu leur dois, et tu le sais déjà, c'est énorme. Le doute constant. Il y a une chose dont on parle très peu, parce que les candidats ont souvent peur que ça ressemble à de la faiblesse. Le doute. Le doute qui arrive à 3 heures du matin quand tu n'arrives pas à dormir. Est-ce que j'ai le bon programme ?
Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que les gens vont me faire confiance? Est-ce que j'aurais dit ça différemment lors du dernier débat? Est-ce que je suis vraiment prêt pour ce que je suis en train de demander? Ce doute, il est normal. Il est même sain. Quelqu'un qui se présente à un mandat sans jamais douter, c'est inquiétant. Parce que le doute est le signe que tu prends ça au sérieux. Que tu mesures le poids de ce que tu demandes aux gens de te confier. Mais vivre avec ce doute pendant des semaines, des mois, parfois plus, c'est épuisant. Et souvent, tu ne peux pas vraiment en parler, parce que tu dois maintenir un certain niveau de confiance visible pour ton équipe, pour tes soutiens, pour les électeurs. Tu portes le doute tout seul, dans les marges de ta journée. La fatigue physique. On parle beaucoup de la fatigue émotionnelle et mentale d'une campagne, mais la fatigue physique est réelle aussi. Les levées très tôt pour aller sur les marchés, les soirées qui finissent tard après des réunions publiques, les week-ends qui n'existent plus vraiment, les repas avalés entre deux rendez-vous, le corps qui finit par accuser le coup. Certains candidats, eux, tombent malades en pleine campagne et doivent continuer quand même. Certains font des journées de 16 heures pendant des semaines. Le corps a une mémoire, et il se souvient de tout ce qu'on lui a demandé. Les rapports humains altérés, une campagne change aussi, au moins temporairement, tes rapports aux autres. Tu ne sais plus toujours qui est là pour toi, et qui est là pour le mandat, pour ce que tu représentes, pour l'accès que tu pourrais leur donner. Tu commences à analyser les intentions derrière les sourires. Tu deviens plus vigilant, parfois plus méfiant, Et puis il y a ceux qui ont pris de la distance, des amis qui avaient des opinions politiques différentes et qui n'ont pas su quoi faire de ta candidature, des connaissances qui ont évité de se positionner, des silences qui t'ont parfois fait mal sans que tu puisses vraiment en parler. Une campagne révèle les gens, ceux sur qui tu peux compter, ceux sur qui tu ne pouvais pas. C'est une information précieuse, mais qui a un coût. Partie 2. La victoire et son étrangeté. Le soir des résultats, tu t'en souviens, ce moment. Le moment où les chiffres sont tombés. Pour certains, c'est une montée d'adrénaline immédiate. Un cri, des larmes, des embrassades, une explosion de joie collective qui emporte tout. Pour d'autres, et peut-être que tu fais partie de ceux-là, il y a eu quelque chose de plus étrange. Un moment de sidération, comme si le cerveau avait du mal à traiter l'information. C'est vrai? C'est vraiment arrivé? Et parfois les deux en même temps. La joie ôtait la sidération, le bonheur ôtait l'incrédulité, la fierté ôtait une espèce de vertige. Ce vertige, il est normal. Il dit quelque chose d'important. Tu comprends le poids de ce qui vient de se passer. Tu sais que ce n'est pas juste une victoire personnelle, c'est une responsabilité qui commence. La joie qui coexiste avec la tristesse de l'adversaire. Quelque chose que peu de vainqueurs osent dire publiquement. Quand tu gagnes, il y a quelqu'un en face qui perd. Et si tu as de l'humanité, ce dont je ne doute pas puisque tu regardes cette vidéo, cette réalité n'est pas sans effet sur toi. Tu as peut-être croisé ton adversaire ce soir-là. Tu as peut-être vu son visage dans les médias le lendemain. Et peut-être que même dans ta joie, il y a eu un moment de quelque chose. Pas de culpabilité, non. Mais une reconnaissance. Une conscience que la victoire a son revers. Cette capacité à tenir les deux, ta joie et la conscience de la douleur de l'autre, c'est quelque chose de précieux. Garde-la. Elle te rendra meilleure dans ton mandat. Le lendemain matin, et puis il y a le lendemain matin. Tu te réveilles, et pendant une fraction de seconde, tu as oublié. Ton cerveau est encore dans le mode campagne. Puis ça revient. Tu as gagné. Pour beaucoup de nouveaux élus, ce matin-là est étrangement plate. Pas triste, pas décevant, mais plat. Comme si l'adrénaline s'était retirée comme une vague et qu'il ne restait que le sable mouillé. On appelle parfois ça le blues de la victoire, et c'est bien réel. Pendant des semaines ou des mois, toute ton énergie, toute ton attention, toute ta vie a été orientée vers un objectif unique, gagner cette élection. Et là, tu as gagné. L'objectif est atteint. Mais ton système nerveux ne sait pas encore ce que ça signifie de ne plus être en campagne. Il cherche la prochaine urgence, le prochain meeting, le prochain tract, et il ne trouve pas. Et ça crée un vide étrange.
Ce vide n'est pas un mauvais signe. C'est simplement ton organisme qui se réinitialise, qui cherche à comprendre ce que normal va vouloir dire maintenant. Les félicitations en cascade. Dans les jours qui suivent, les messages affluent. Les appels, les emails, les congratulations sur les réseaux, les gens que tu n'as pas vus depuis des années qui réapparaissent, des inconnus qui te remercient déjà. C'est beau, c'est touchant, et c'est aussi beaucoup. Répondre à tout le monde, être dans la gratitude permanente, maintenir un niveau d'enthousiasme visible alors que tu es en fait épuisé, au plus profond de toi-même, c'est un effort supplémentaire après une longue période d'effort. Si tu t'es senti un peu submergé par tout ça, c'est absolument normal. Ce que la victoire ne règle pas, il y a une chose que la victoire ne fait pas. Elle ne répare pas automatiquement tout ce qui s'est abîmé pendant la campagne. La relation avec ton conjoint ou ta conjointe qui a souffert de ton absence, elle a besoin d'attention maintenant. Les amis que tu as moins vus, ils ont besoin que tu les rappelles. Ton corps épuisé, il a besoin de repos. Ton mental surchauffé, il a besoin de silence et de temps. La victoire est un point de départ, pas un point d'arrivée. Et pour que tu puisses faire un bon mandat, il faut d'abord prendre soin de toi. Partie 3. Ce que tu mérites de t'autoriser maintenant. T'autoriser à te reposer? Laisse-moi te dire quelque chose que personne autour de toi ne va probablement oser te dire dans les prochains jours. Parce que tout le monde est enthousiaste et que le mandat commence et qu'il y a 1000 choses à faire. Tu as le droit de te reposer. Vraiment, pas dans 3 semaines. Maintenant. Je sais que les dossiers s'accumulent. Je sais que les premières réunions sont déjà calées. Je sais que les attentes sont là, concrètes, immédiates. Mais si tu entres dans ton mandat sur les genoux, et tu es probablement sur les genoux en ce moment, même si tu ne le sens pas encore complètement parce que l'adrénaline de la victoire est encore là, tu vas te brûler rapidement. Le repos n'est pas un luxe. Pour un élu c'est une condition de performance. Un élu épuisé, prend de mauvaises décisions, est moins à l'écoute, moins patient, moins créatif, moins efficace. Te reposer maintenant, c'est mieux servir tes électeurs dans les mois qui viennent. T'autoriser à ressentir tout ce que tu ressens? Il n'y a pas de bonne façon de ressentir une victoire électorale. Si tu es euphorique, c'est bien, savoure. Si tu es soulagé, plus que joyeux, c'est bien. Le soulagement est une émotion légitime. Si tu es mélancolique, c'est bien. La mélancolie dit que quelque chose comptait vraiment. Si tu ressens un mélange de tout ça en même temps, c'est bien aussi. Ce qu'il faut éviter, c'est de performer une émotion que tu ne ressens pas vraiment. De te forcer à être rayonnant parce que les gens attendent que tu sois rayonnant. Ça coûte de l'énergie. Et ça crée une distance avec toi-même qui n'est pas saine sur le long terme. Ressens ce que tu ressens. Et si tu peux, parlant à quelqu'un de confiance. T'autoriser à ne pas tout savoir. Tu vas entrer dans ta nouvelle fonction avec une montagne de choses à apprendre. Des codes, des procédures, des acteurs à identifier, des enjeux à comprendre, des équipes à rencontrer. Personne n'arrive dans un mandat en sachant tout. Même les élus expérimentés qui changent de collectivité ou de niveau de responsabilité se retrouvent dans une période d'apprentissage intense. L'humilité n'est pas une faiblesse politique, c'est une force. Dire « je ne sais pas encore, mais je vais me renseigner » est une réponse valable. Dire « je vais prendre le temps de comprendre avant de décider » est une réponse valable. Dire « j'ai besoin qu'on m'explique » est une réponse valable. Les élus qui ont le plus de difficultés sont souvent ceux qui ont eu peur de ne pas savoir et qui ont fait semblant de savoir. Ça mène à des erreurs coûteuses. T'autoriser à ne pas tout savoir, c'est la base d'un mandat solide. T'autoriser à fixer des limites. Le mandat que tu commences va solliciter beaucoup de toi. Les demandes vont arriver de partout. Les citoyens, les associations, les collègues, les médias, l'administration, ta propre équipe. Si tu ne fixes pas de limites, des limites sur ton temps, sur ton énergie, sur ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, ces limites vont être fixées par les autres, et elles ne seront probablement pas à l'endroit qui te permet de fonctionner sainement. Fixer des limites, c'est pas être indisponible ou arrogant. C'est être organisé.
C'est décider que certains moments appartiennent à ta famille, à ta santé, à toi-même. Et c'est ça qui te permettra de durer dans ton mandat plutôt que de t'épuiser en 6 mois. Partie 4. Ce qui commence maintenant. La transition de candidat à élu. Il y a une transformation importante qui s'opère maintenant, et elle mérite qu'on en parle clairement. Pendant la campagne, ton rôle était de convaincre, de séduire, de montrer le meilleur de toi-même et de ton programme. Tu étais en mode vente, pas au sens péjoratif du terme, mais au sens où tu cherchais à gagner la confiance des gens pour obtenir leur voix. Maintenant, ton rôle change fondamentalement. Tu n'as plus à convaincre, tu as à faire, à décider, à assumer, à rendre compte. C'est un changement de posture profond, et il ne se fait pas du jour au lendemain. Certains élus restent trop longtemps en mode candidat, ils continuent à communiquer, à séduire, à promettre, sans suffisamment basculer en mode élu, décider, agir, assumer les conséquences. C'est un piège courant. La communication reste importante, bien sûr, mais elle doit maintenant être au service de l'action, pas se substituer à elle. Tes premiers gestes vont compter. Les premiers jours et semaines d'un mandat ont une importance symbolique et pratique énorme. Ils donnent le ton. Ils signalent aux équipes et aux partenaires ce que tu es. Ils montrent à ceux qui t'ont élu que tu n'as pas oublié pourquoi ils ont voté pour toi. Et ils signalent aussi à ceux qui n'ont pas voté pour toi que tu vas les représenter quand même. Pense soigneusement à tes premiers gestes. Pas de façon calculatrice, cynique, mais avec conscience. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de tes premières semaines? Quel signal veux-tu envoyer? Est-ce la proximité, l'écoute, la rigueur, l'ambition, la continuité, le changement? Tes premiers gestes doivent être cohérents avec ce que tu as promis pendant la campagne. Pas parce que c'est une règle imposée, mais parce que la confiance, une fois accordée, se mérite chaque jour. L'équipe, ton premier chantier. Si tu diriges une équipe, ce qui est probable dans la plupart des mandats, l'une des premières choses à faire est de comprendre qui sont les gens avec qui tu vas travailler. Les agents, les collaborateurs, les techniciens, les administratifs, ils ont une histoire, une mémoire institutionnelle, des habitudes de travail. Certains vont accueillir ton arrivée avec enthousiasme, d'autres avec prudence, d'autres encore avec une neutralité qui n'est pas de la résistance, mais juste de l'attentisme. Prends le temps de les rencontrer, pas pour faire une grande déclaration, mais pour écouter, pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'ils attendent. Les gens qui ont été là avant toi savent des choses que tu ne sais pas encore. Ils peuvent être des alliés précieux si tu les traites avec respect, ou des freins silencieux si tu les ignores ou si tu les brusques. La durée. Pensée long terme? L'une des différences fondamentales entre la campagne et le mandat, c'est l'horizon de temps. La campagne a une fin. Elle est définie, bornée, avec une date de résultat. Tout est fait dans l'urgence, dans l'immédiateté. Le mandat, lui, se déroule sur des années. Et beaucoup des choses importantes que tu vas vouloir accomplir ne se verront pas avant des mois, parfois des années. C'est l'un des aspects les plus difficiles de l'exercice du pouvoir. Les résultats ne sont pas immédiats, et pendant ce temps, les critiques, elles, sont immédiates. Les impatiences sont immédiates. Les demandes sont immédiates. Il faut apprendre à travailler dans la durée tout en restant attentif au court terme. C'est un équilibre délicat. Et ça s'apprend. L'art du compromis. Si tu exerces ton mandat dans une structure collective, un conseil municipal, une assemblée, un bureau syndical, tu vas rapidement découvrir l'art du compromis. Et si tu viens du monde militant ou associatif, cet art peut parfois être douloureux. Parce que quand on milite, on peut rester puré dans ses convictions. On peut refuser les compromis. On peut dire non, on ne cède pas là-dessus. Quand on exerce un mandat, c'est plus compliqué. Les décisions se prennent en collectif. Les majorités se construisent. Les compromis ne sont pas des trahisons. Ils sont souvent la condition du possible. Ça ne veut pas dire renoncer à ses valeurs. Ça veut dire apprendre à distinguer ce qui est non négociable, les valeurs, les principes fondamentaux, et ce qui peut s'adapter, les modalités, les calendriers, les formes. Cette distinction entre le fond et la forme, entre le principe et la modalité, est l'une des compétences les plus importantes d'un élu.
Rester en contact avec le terrain, l'un des grands risques du mandat, c'est de se déconnecter progressivement de la réalité des gens qui t'ont élu. Les institutions ont une gravité propre. Les réunions s'enchaînent, les dossiers s'accumulent, les agendas se remplissent, et peu à peu, si tu n'y prends pas garde, tu te retrouves à passer tes journées entre les couloirs d'un bâtiment institutionnel et les écrans de ton ordinateur, sans vraiment croiser les habitants, les usagers, les citoyens. Résiste à cette gravité, protège du temps pour le terrain, pas pour la photo, pas pour la communication, mais vraiment pour écouter, pour comprendre ce que vivent les gens concrètement. C'est le terrain qui doit nourrir tes décisions, pas seulement les notes de synthèse et les rapports. Partie 5, les pièges à éviter. Le piège de l'isolement. L'une des choses qui arrive souvent aux nouveaux élus, c'est l'isolement progressif. Au début, tout le monde veut te voir, te parler, t'impliquer. Ton agenda est saturé. Et pour retrouver un peu d'espace, tu commences à t'entourer d'un cercle de plus en plus restreint. Des collaborateurs proches, des conseillers de confiance. Et peu à peu, la bulle se referme. Le problème, c'est que dans une bulle, on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre. Les gens autour de toi, même bien intentionnés, tendent à filtrer les mauvaises nouvelles, à adoucir les critiques, à te présenter les choses sous leur meilleur jour. Si tu ne cultives pas activement des sources d'information et de feedback qui ne dépendent pas de toi hiérarchiquement, tu vas finir par prendre des décisions sur une vision du monde déformée. Garde des contacts sincères, des gens qui peuvent te dire la vérité sans que ça leur coûte quelque chose. C'est rare et précieux. Le piège de la toute-puissance. Un mandat donne du pouvoir. Et le pouvoir, si on n'y fait pas attention, peut faire quelque chose à la tête. Ce n'est pas une question de mauvaise personne. C'est une question de structure. Quand on prend des décisions qui affectent des gens, quand on est entouré de personnes qui disent oui, quand on est sollicité et en permanence. Le risque existe, pour tout le monde, de commencer à penser que ses propres intuitions sont toujours bonnes, que sa propre vision est toujours juste, que les autres ont forcément tort quand ils ne sont pas d'accord. Ce piège de la toute-puissance est le plus silencieux et le plus dangereux, parce qu'il ne ressemble pas à de l'arrogance au début. Il ressemble à de la confiance. La seule protection contre ce piège, c'est l'humilité active. Pas l'humilité performée, mais l'humilité réelle. Celle qui cherche sincèrement la contradiction, qui écoute vraiment les désaccords, qui accepte de se tromper et de le dire. Le piège de l'épuisement silencieux. On en a parlé, mais ça mérite d'y revenir parce que c'est l'un des risques les plus graves et les moins pris au sérieux. Le burn-out de l'élu. Ça ne ressemble pas toujours à un effondrement soudain. Ça ressemble plutôt à une usure progressive. On dort moins bien. On est moins patient, On fait moins d'erreurs bénignes et de plus en plus d'erreurs coûteuses. On perd le plaisir de faire ce travail. On commence à compter les jours. Et parce qu'il est très difficile socialement d'admettre qu'on est épuisé quand on a un mandat public, parce que ça peut être perçu comme de la faiblesse ou comme une ingratitude envers ceux qui t'ont élu, on continue. On pousse, on tient, jusqu'au point de rupture. Prends soin de toi. Vraiment, ce n'est pas une injonction de magazine bien-être, c'est une condition de survie dans un mandat qui dure plusieurs années. Le piège de l'oubli des engagements. La campagne, c'est aussi des promesses, des engagements, formulés parfois de façon précise, parfois de façon plus floue. Et une fois élus, la pression de la réalité arrive. Certaines choses sont plus difficiles que prévues. Certains engagements se heurtent à des contraintes légales, financières, politiques. La tentation est parfois de se dire « les gens vont comprendre, les circonstances ont changé, on s'en occupera plus tard ». Résiste à cette tentation. Pas parce que chaque promesse doit être tenue à la lettre, parfois la réalité oblige à adapter, mais parce que si tu ne tiens pas tes engagements sans explication, sans transparence, sans dialogue avec les citoyens, tu détruis la confiance. Et la confiance est le seul capital qui compte vraiment dans un mandat public. Une fois perdue, elle est très difficile à reconstruire. Le piège de la communication sans fond. À l'ère des réseaux sociaux, il y a une pression permanente à communiquer, à montrer, à être visible, à exister numériquement. C'est une vraie tension.
La communication est importante. Rendre compte de son travail est légitime et nécessaire. Les citoyens ont le droit de savoir ce que leur élu fait. Mais il y a un piège. Se mettre à communiquer à la place d'agir. Mettre de l'énergie dans la mise en scène de l'action plutôt que dans l'action elle-même. Créer des apparences d'activité sans que les choses bougent vraiment. Les gens le sentent. Pas immédiatement, mais sur la durée. La communication sans fond se voit, et elle crée une méfiance qui devient très difficile à dissoudre. La règle simple, agis d'abord, communique ensuite, dans cet ordre. Partie 6. Ce qui compte vraiment. Pourquoi tu t'es présenté? Je veux te poser une question importante. Pas pour que tu me répondes ici, mais pour que tu te la poses sincèrement, seul, dans les prochains jours. Pourquoi tu t'es présenté? Pas la réponse officielle, pas celle que tu as donnée lors des interviews ou des réunions publiques, la vraie, celle d'en dessous. Peut-être que tu voulais changer quelque chose de concret qui t'indignait depuis longtemps. Peut-être que tu avais le sentiment que tu pourrais faire mieux que ceux qui étaient en place. Peut-être que quelqu'un t'a convaincu et que tu t'es surpris à dire oui. Peut-être que tu avais envie de te dépasser, de te tester. Peut-être que tu portais une vision, un rêve, une conviction profonde sur ce que la vie en société pourrait être. Cette réponse, la vraie, c'est ton encre. Dans les moments difficiles du mandat, et il y en aura, c'est à cette réponse que tu devras revenir. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai dit oui à tout ça? Garde-la précieusement. Écris-la si tu en as envie. Reviens-y régulièrement. Ce que les gens ont voté quand ils ont voté pour toi. Les gens qui ont voté pour toi n'ont pas seulement voté pour ton programme. Ils ont voté pour une façon d'être, pour une relation possible, pour l'espoir que les choses pourraient aller mieux, ou au moins ne pas aller plus mal. Ils t'ont confié quelque chose de précieux, leur confiance et leur vote. Dans un contexte où beaucoup de gens sont déçus de la politique, épuisés par les promesses non tenues, défiants vis-à-vis des institutions, le fait qu'ils aient choisi de voter et de voter pour toi, c'est un acte de foi. Honore cet acte de foi, pas en étant parfait, personne ne l'est, mais en étant honnête, transparent, présent, en faisant vraiment le travail. Les élus qui restent dans les mémoires. Si tu penses aux élus qui t'ont le plus marqué, pas nécessairement ceux qui ont fait les plus grandes choses, mais ceux dont tu gardes un souvenir positif et durable, qu'est-ce qu'ils ont en commun? La plupart du temps, ce ne sont pas leurs accomplissements techniques qui restent. Ce sont des gestes, des attitudes, des façons d'être. L'élu qui a pris le temps d'expliquer, celui qui a reconnu une erreur, celle qui a défendu quelque chose d'impopulaire parce que c'était juste, celui qui a été là au moment où les gens en avaient besoin, celle qui a traité tout le monde avec la même dignité, qu'il s'agisse du directeur général ou de l'agent d'entretien. Ce sont des choses simples. Elles ne font pas les unes des journaux, mais elles construisent la réputation sur la durée. Et surtout, elles construisent la relation de confiance avec les gens que tu représentes. Ce que ce mandat peut être pour toi, au-delà de ce que tu vas faire pour les autres, et j'espère que tu vas faire de belles choses, ce mandat est aussi une occasion de croissance pour toi. Tu vas apprendre des choses sur toi-même que tu ne pourrais apprendre nulle part ailleurs, sur ta capacité à décider sous pression, sur ta façon de gérer les conflits, sur ce qui t'importe vraiment quand on te force à choisir, sur ta résilience face à la critique, sur ta façon d'être avec les gens. Et ce n'est pas une promesse que tout sera facile. C'est une promesse que si tu restes dans la posture de l'apprentissage, si tu restes curieux et humble, ce mandat va te transformer en bien. Et cette transformation, quelle que soit la suite de ta vie, t'appartiendra pour toujours. Partie 7. Un mot pour ceux qui t'entourent. À ton équipe de campagne. Si des membres de ton équipe de campagne regardent cette vidéo avec toi, ou si tu vas la partager avec eux, j'ai quelque chose à leur dire. Ce que vous avez fait est remarquable. Vous avez cru en quelqu'un. Vous avez sacrifié des week-ends, des soirées, de l'énergie, parfois de l'argent. Vous avez collé des affiches sous la pluie, passé des appels téléphoniques, frappé à des portes, répondu à des commentaires, organisé des événements, géré des logistiques compliquées, parfois absorbé des conflits internes pour que la cohésion tienne. Vous avez fait ça sans être sur l'affiche.
sans être dans les discours, souvent sans que les gens sachent même que vous existiez. Ce travail compte. Il a été décisif, et la victoire est aussi la vôtre. Si tu es l'élu et que tu regardes cette vidéo, prends le temps de le leur dire, de les remercier vraiment, pas dans un email collectif, pas dans un post de réseau social, en personne ou en individuel. Ça fait une différence. À ta famille et tes proches. La campagne a demandé quelque chose à tes proches, quelque chose qu'ils t'ont donné sans peut-être que tu aies pu pleinement leur dire combien c'était important. Maintenant que c'est terminé, c'est le bon moment. Le bon moment pour avoir ce repas de famille qui n'a pas eu lieu depuis des mois, pour rappeler cet ami que tu as mis en veille, pour être vraiment là, pas entre deux réunions, pas avec le téléphone sur la table, vraiment là. Tes proches ont partagé ta campagne. Ils méritent de partager ta victoire aussi, la vraie, pas celle des photos officielles, mais celle du canapé un dimanche soir, où on peut enfin souffler. Conclusion, ce qui vient après le début. On arrive à la fin de cette vidéo. Mais pour toi, on arrive au début de quelque chose. Je veux te dire une dernière chose, et c'est peut-être la plus importante. Dans les mois et les années qui viennent, il va y avoir des moments où tu vas te demander si tu as fait le bon choix. Des moments de doute profond, des moments de découragement, des moments où la tâche te semblera trop grande, les critiques trop lourdes, les résultats trop lents. Dans ces moments-là, souviens-toi d'aujourd'hui, souviens-toi du chemin parcouru, de tout ce que tu as traversé pour arriver là, de tout ce que tu as appris sur toi-même pendant cette campagne, de la confiance que les gens t'ont accordée, et souviens-toi de pourquoi tu as dit oui. Cette élection, tu ne la referas pas. Elle est derrière toi, avec tout ce qu'elle a coûté et tout ce qu'elle t'a donné. Tu n'auras plus jamais à revivre exactement ça. Cette incertitude particulière du candidat, cette attente des résultats, ce vertige. Maintenant, c'est différent, c'est autre chose, c'est un mandat, et tu en es capable. Alors vas-y, avec tout ce que tu es, avec tes forces et tes limites, avec ta vision et tes doutes, avec ta capacité à écouter, à décider, à t'adapter, à tenir. Le monde a besoin de gens comme toi dans les institutions. Des gens qui y entrent avec le cœur, pas seulement avec l'ambition. Des gens qui se souviennent d'où ils viennent et pour qui ils travaillent. Sois ce type d'élu. Félicitations, encore une fois, et bienvenue dans la suite. Si tu viens de traverser une élection, que tu l'aies gagnée, que tu aies soutenu quelqu'un qui a gagné, ou que tu aies simplement regardé de loin en te demandant ce que tout ça représente, j'espère que ces mots t'ont touché ou t'ont été utiles. Si tu connais quelqu'un qui vient d'être élu, like, abonne-toi et partage cette vidéo avec lui ou avec elle. C'est peut-être exactement ce dont cette personne a besoin d'entendre en ce moment. Et puis dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo? Est-ce que tu as vécu une campagne de près ou de loin? Qu'est-ce que tu en as retenu? Je réponds à tous les commentaires, vraiment. À très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.